je vais exposer donnera peut-être une idée de la complexité du processus. Un garçon de 12 ans ayant autrefois souffert de terreurs nocturnes et fils d'un névrosé revient un jour malade de son école. Il se plaint de dysphagie, c'est-à-dire n'avale pas qu'à grand-peine et a mal à la tête. Le médecin de la famille diagnostique une angine, mais les jours suivants, l'état ne s'améliore pas. Le jeune garçon refuse de manger, vomit lorsqu'on veut le forcer à s'alimenter, se traîne languissant et n'ayant de goût à rien, veut rester au lit et décline physiquement beaucoup. Quand 5 semaines plus tard je le vois, il me paraît craintif, taciturne, et je suis convaincu que son état a une cause psychique. Je le presse de questions et il me donne comme motif un fait banal, une sévère réprimande de son père. Il ne faut évidemment pas voir là la cause véritable de sa maladie. Rien non plus du côté de l'école. Je promets de lui arracher plus tard cette information au cours d'une hypnose, ce qui s'avère inutile. Un jour, en effet, sa mère, personne intelligente et énergique, insiste avec force auprès de lui. Il commence alors son récit et en versant un flot de larmes. En revenant de l'école ce jour-là, il était entré dans une pissotière où un homme lui avait montré son pénis en exigeant de le lui mettre dans la bouche. Épouvanté, il s'était enfui. Rien d'autre ne lui était arrivé, mais c'est alors qu'il est tombé malade. Cette confession amène une guérison complète pour créer les phénomènes d'anorexie, de dysphagie, de vomissement. Le concours de plusieurs facteurs avait été nécessaire. Une prédisposition nerveuse, une frayeur, l'irruption du sexuel sous sa forme la plus brutale, dans l'âme enfantine, et facteur déterminant, la représentation dégoûtante. C'est à cause du mutisme de l'enfant que s'était prolongée la durée de la maladie, ce silence ayant empêché tout écoulement normal de l'excitation. Pour qu'un symptôme hystérique affecte un sujet jusqu'alors normal, il faut, comme dans le cas précédent, que plusieurs facteurs agissent simultanément. Suivant l'expression de Freud, le symptôme est toujours surdéterminé. Il faut encore parler de surdétermination quand un même affect est provoqué par la répétition de plusieurs incidents motivants. Le malade et son entourage n'attribuent le symptôme hystérique qu'au dernier en date de ces incidents, alors qu'en réalité ce symptôme n'a fait son apparition qu'après avoir été presque entièrement constitué par d'autres traumatismes. Une jeune fille eut son premier accès d'hystérie suivi de toute une série d'autres que lorsqu'un beau jour, un chat lui sauta sur l'épaule dans l'obscurité. Il paraissait s'agir d'un simple effet de peur. Toutefois, une recherche plus poussée montra que cette jeune fille de 17 ans, ravissante et mal surveillée, avait été récemment l'objet de maintes tentatives brutales, ayant provoqué chez elle une excitation sexuelle, prédisposition. Sur ce même escalier obscur, un jeune homme l'avait quelques jours auparavant assailli, et c'était à grand-peine qu'elle avait réussi à le repousser. Tel était le véritable traumatisme psychique dont l'effet ne se manifesta qu'après l'incident du chat. Mais dans combien de cas ne prend-on pas un chat pour une cause efficiente et suffisante? Je dois cette observation au docteur Paul Karplus. Pour que s'effectue une semblable conversion, il n'est pas toujours besoin qu'interviennent des causes extérieures multiples. Il suffit souvent que l'affect ressurgisse dans le souvenir lorsque cette réapparition s'effectue très vite et très souvent après le traumatisme et avant tout affaiblissement de l'affect. Il faut en ce cas que l'émotion ait été très vive. C'est ce qui arrive dans les hystéries traumatiques proprement dites. Dans la période qui suit une catastrophe de chemin de fer, par exemple, l'on revit toujours avec un retour de l'affect de peur les scènes d'épouvante, jusqu'à ce qu'après ce temps d'élaboration psychique, Charcot, ou d'incubation, la conversion en phénomène somatique finisse par s'effectuer. À vrai dire, il y faut encore la participation d'un autre facteur dont nous reparlerons. Mais en général, la représentation à charge affective est soumise à une usure, à toutes les influences dont nous avons parlé dans la communication préliminaire. Peu à peu, celle-ci lui enlève sa valeur émotionnelle. La réapparition de cette représentation exige une quantité d'excitation toujours plus faible, et de ce fait, le souvenir perd le pouvoir qu'il détenait de contribuer à la formation d'un phénomène somatique. Le réflexe anormal ne trouve plus sa voie et le statu quo ante se rétablit. Les usures qui se produisent sont toutes l'œuvre des associations de la pensée. Elles sont dues à l'action corrective d'autres représentations. Cette action devient impossible quand l'idée chargée d'affect se trouve isolée des connexions associatives, alors qu'elle conserve toute sa valeur émotionnelle. La totalité de l'excitation qu'a provoqué l'affect primitif se trouve à nouveau libérée chaque fois que réapparaît cette représentation et le passage du réflexe anormal est alors tracé.
ou encore la voie qui se trouvait déjà frayée maintenant est maintenue et stabilisée. Le phénomène de conversion hystérique s'instaure totalement et durablement. Quelle forme emprunte donc ce rejet hors des associations de certaines associations chargées d'affect? Nos observations nous en font connaître deux. La première est une défense, l'étouffement volontaire de représentations pénibles qui menacent la joie de vivre ou l'amour-propre de l'individu. Freud, dans les neuropsychoses de défense et dans les cas exposés plus haut, a parlé de ce processus certainement fort important au point de vue pathologique. On a peine à comprendre comment une représentation peut être volontairement chassée de la conscience, mais nous connaissons bien le processus positif correspondant. La concentration de l'attention sur une idée, et il nous est tout aussi impossible de dire comment elle s'effectue. Ainsi, les représentations dont le conscient se détourne, auxquelles on ne pense pas, échappent à l'usure et conservent inchangée leur charge affective. Nous avons en outre découvert qu'une autre sorte de représentation échappait à l'usure résultant de la pensée, et cela non point parce que le sujet ne veut pas s'en souvenir, mais parce qu'il ne le peut pas. Elles avaient d'abord surgi dans certaines circonstances et avaient été accompagnées d'affects qui, à l'état de veille, étaient soumis à l'amnésie, c'est-à-dire dans des états hypnotiques ou apparentés à l'hypnose. Ces derniers semblent avoir pour la connaissance de l'hystérie la plus grande importance et méritent d'être plus minutieusement étudiés. Quand maintenant et par la suite nous parlerons de représentations actuelles, agissantes et pourtant inconscientes, le lecteur devra se dire qu'il ne s'agit que rarement de représentations isolées, comme par exemple chez Anao, l'hallucination du grand serpent qui déclenche la contracture. Presque toujours, il s'agit de complexes de représentations, de connexions, de souvenirs d'incidents extérieurs, de séries d'idées. Les représentations isolées, contenues dans ces complexes idéatifs, reviennent consciemment parfois à la pensée. Seule leur combinaison bien déterminée reste bannie de la conscience. État hypnoïde. En disant dans la communication préliminaire que le fondement, la condition nécessaire de l'hystérie est la présence d'états hypnoïdes, nous avons omis par inadvertance d'ajouter que Möbius avait dès 1890 soutenu une opinion exactement semblable. Pour que les représentations, dit-il, puissent avoir une action pathogène, il faut d'une part qu'existe une prédisposition innée, je veux dire une prédisposition à l'hystérie, et d'autre part un état d'âme particulier. On a peine à se figurer ce dernier qui doit ressembler à l'état hypnotique et correspondre à un certain vide à l'intérieur de la conscience. C'est pourquoi n'importe quelle représentation peut, sans se heurter à l'opposition de quelque autre, pénétrer dans cette conscience, sa placer pour ainsi dire à la disposition de qui la veut prendre. Nous savons qu'il est possible de provoquer un état analogue non seulement par l'hypnotisme, mais aussi par des chocs psychologiques, par la peur, la colère, et par des actions épuisantes, insomnie, faim. Möbius de l'astasie-abasie. La question de Möbius cherchait ainsi à résoudre était celle de la production de phénomènes somatiques par des représentations. Il rappelle avec quelque facilité cette production s'effectue dans l'hypnose et tient à en rapprocher l'action des affects. Nous avons déjà exposé en détail nos divergences de vue par rapport au rôle des émotions. C'est pour cette raison que je ne reviendrai plus ici sur les difficultés découlant du postulat de Möbius, qui admet dans la colère l'existence d'un vide dans la conscience. Peut-être Möbius pense-t-il seulement en parlant de ce vide de la conscience à une inhibition dans le cours des représentations, arrêt qui existe, il est vrai, dans l'affect bien qu'autrement provoqué que dans l'hypnose. Ce vide, il est vrai, existe dans les états de frayeur et d'angoisse diffuse. Comment aussi faire un rapprochement entre l'état d'agitation émotionnelle et le calme de l'hypnose? Néanmoins, nous reviendrons plus tard aux théories de Möbius qui, à mon avis, contiennent un nombre d'importantes idées exactes. Pour nous, l'importance des états analogues à l'hypnose, c'est-à-dire des états hypnoïdes, dépend en outre et surtout de l'amnésie et de son pouvoir d'entraîner cette dissociation du psychisme que nous étudierons ultérieurement et qui joue un rôle fondamental dans la grande hystérie. Nous attribuons aussi une grande importance à ces états, mais en soumettant ces hypothèses à quelques larges restrictions. La conversion, la production idéogène de phénomènes somatiques se réalise également en dehors des états hypnoïdes, et en ce qui concerne la formation des complexes de représentation exclus des associations, Freud en a trouvé dans l'amnésie volontaire de ce rejet une seconde source, indépendante des états hypnoïdes. Toutefois, je persiste à croire, même en acceptant cette restriction, que les états hypnoïdes constituent la cause,
est la condition nécessaire d'un grand nombre, sinon de la plupart, des grandes hystéries compliquées. Il faut naturellement ranger avant tout, parmi les états hypnoïdes, les auto-hypnoses réelles, qui ne se distinguent des hypnoses artificielles que par leur apparition spontanée. Elles sont plus ou moins fréquentes, plus ou moins durables, ainsi que nous pouvons l'observer dans les hystéries pleinement développées. Elles alternent souvent et très rapidement avec les états normaux de veille. Leur contenu idéatif, analogue à celui des rêves, permet maintes fois de les qualifier de délire hystérique. Une fois le sujet éveillé, une amnésie plus ou moins complète recouvre les processus internes de ces états qui, au contraire, ressurgissent en entier dans le souvenir au cours des hypnoses artificielles. C'est que les résultats psychiques de semblables états, les associations qui s'y forment, échappent justement par l'amnésie à toute correction dans la pensée éveillée. Et comme dans l'auto-hypnose, la critique et le contrôle se voient réduits par d'autres représentations et ont presque entièrement disparu. Les idées délirantes les plus folles apparaissent et se maintiennent longtemps intactes. Un rapport symbolique quelque peu compliqué, irrationnel, s'établit ainsi entre la motivation et le phénomène pathologique. Rapport reposant sur des similitudes sonores des plus ridicules et sur des associations verbales qu'on ne trouve presque que dans ces états. Du manque de critique qui s'y manifeste découle bien souvent des autosuggestions, cas par exemple de certaines paralysies qui s'installent après un accès hystérique. Mais peut-être le fait est-il attribuable au hasard. Nous n'avons jamais eu l'occasion dans nos analyses d'observer cette forme d'apparition d'un phénomène hystérique. Nous avons toujours trouvé que ce dernier était déterminé dans l'auto-hypnose comme en dehors d'elle, par la conversion d'un émoi. Quoi qu'il en soit, la conversion hystérique s'effectue plus facilement dans l'auto-hypnose qu'à l'état de veille. Et de même, dans l'hypnose artificielle, les représentations se manifestent somatiquement avec bien plus de facilité sous la forme de mouvements et d'hallucinations. Mais le processus de conversion d'une excitation est essentiellement identique à celui décrit plus haut. Une fois que le phénomène somatique s'est réalisé, il se reproduit dès que l'affect et l'auto-hypnose sont à nouveau simultanés. Tout porte à croire que l'état hypnotique est provoqué par l'affect lui-même. Tant que l'hypnose alterne nettement avec l'état de veille, le symptôme hystérique n'apparaît qu'au cours des états hypnotiques et se renforce alors par sa répétition. La représentation motivante ne peut être corrigée par la pensée claire, puisqu'elle n'apparaît jamais au moment où le sujet est pleinement éveillé. Chez Anao, par exemple, observation 1, la contracture du bras droit qui s'était associée dans les états d'auto-hypnose à l'affect d'angoisse et à l'idée du serpent resta limitée tout en se répétant souvent aux seuls états hypnotiques ou hypnoïdes suivant certains à qui la qualification d'hypnotique semble inadéquate quand il s'agit d'absence de très courte durée. Il en fut de même pour d'autres conversions réalisées dans des états hypnoïdes, et c'est ainsi en pleine latence que se réalisèrent ces grands complexes de phénomènes hystériques qui apparurent lorsque l'état hypnoïde devint permanent. À l'état de pleine veille, les phénomènes ainsi produits n'apparaissent qu'une fois la dissociation du psychisme réalisée, et lorsqu'au lieu d'une alternance entre les états de veille et de conscience claire, nous nous trouvons en face de la coexistence de complexes de représentations normaux et hypnoïdes. Nous reviendrons par la suite sur la question du morcellement dans le psychisme. Existait-il déjà, avant la maladie, des états hypnoïdes semblables? Comment se sont-ils formés? J'ai peu de choses à dire à ce sujet, car nous ne disposons que d'un seul cas capable de nous éclairer sur ce point, le cas d'Anao. Il semble bien que chez ces malades, l'auto-hypnose se trouvait préparée par d'habituelles rêveries et qu'elle ne se voit vraiment instaurée que par l'action d'un affect d'angoisse diffuse, créant en lui-même un état hypnoïde. Il ne paraît pas invraisemblable que ce processus puisse être d'ordre général. Les absences peuvent survenir dans des états fort différents, mais un petit nombre seulement d'entre elles prédispose à l'auto-hypnose ou se mue directement en celle-ci. Le chercheur, plongé dans un problème, et lui aussi jusqu'à un certain point anesthésique, ne saurait transformer d'importants groupes de sensations en perceptions conscientes. Tel est le cas de ceux qui inventent avec vivacité des histoires fantastiques, Anao dans son théâtre privé. Mais un travail psychique important se réalise au cours de ces états et l'excitation du système nerveux libéré s'y trouve utilisée. Dans la distraction, la rêvasserie, au contraire, l'excitation intracérébrale tombe
au-dessous du niveau de la conscience claire. Ces états sont apparentés à la somnolence et se convertissent en sommeil. Mais si lorsque le sujet est ainsi absorbé et que le cours de ses pensées se trouve entravé, une série de représentations à charge affective vient à agir. Elle crée une intense excitation intracérébrale qui, non utilisée par quelque travail psychique, reste de ce fait disponible, va donner des effets anormaux et subir une conversion. Ainsi, contrairement aux rêveries chargées d'affect ou à l'état de lassitude qui accompagne les émotions diffuses, ni les absences provoquées par un travail absorbant, ni les états crépusculaires non émotionnels ne sont pathogènes. La rumination des personnes accablées de soucis, l'angoisse de celles qui veillent auprès du lit d'un malade aimé, les rêveries amoureuses représentent des états chargés d'émotions. C'est l'esprit qui se concentre sur le groupe des représentations affectives qui détermine d'abord les absences. Peu à peu, le cours des représentations se ralentit pour finalement presque s'arrêter. Mais la représentation affective avec son affect demeure vivace, de même que la grande quantité d'excitation non fonctionnellement utilisée. Comment ne pas trouver de ressemblance entre ces cas et les conditions d'une hypnose? Le sujet hypnotisé ne doit pas non plus réellement s'endormir, c'est-à-dire que son excitation intracérébrale ne doit pas tomber au niveau du sommeil. Il faut cependant que le cours de ces représentations soit entravé, et alors la totalité de l'excitation se trouve mise à la disposition de la représentation suggérée.